Voilà, bonjour à tous. Nous allons commencer notre session. Alors, je signale qu'il y a une traduction simultanée anglais-français avec des écouteurs qui sont à votre disposition à l'entrée. Voilà. Donc, moi, je vais me présenter d'abord. Je suis Guillaume Benoît. Je suis un membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux à Paris. C'est une instance de conseil, de prospective du ministère de l'Agriculture. Et je suis là en qualité de président du groupe Eau et Sécurité Alimentaire du Partenariat français pour l'eau. Le Partenariat français pour l'eau est une plateforme française qui permet de regrouper l'expertise française et une vision française à l'international, notamment pour l'organisation des forums mondiaux de l'eau, mais également pour la prochaine COP 21 et toute une action du Partenariat français pour l'eau. Voilà. Alors, nous sommes là grâce à lui. Donc merci beaucoup à Philippe Guettier, son directeur général. Et je vais présenter les personnes qui ont bien voulu m'accompagner aujourd'hui pour parler de ce sujet. Alors quel sujet ? Le sujet du dérèglement climatique et des ressources en lien avec les questions de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Alors les ressources dont nous allons parler, c'est l'eau, parce qu'il n'y a pas d'agriculture sans eau. C'est une ressource fondamentale de la vie, donc de l'agriculture, mais également les sols, tout aussi importants que l'eau, et c'est avec beaucoup de liens avec l'eau, et également les autres ressources, on pourrait dire que les ressources humaines, et également les savoir-faire sont des ressources. Mais il y a beaucoup de ressources dont vit l'agriculture et dont nous sommes tous dépendants, parce que nous devons tous manger. Et alors c'est un très grand sujet, parce que les questions de climat et de sécurité alimentaire sont très liées, interdépendantes. Donc on va essayer de l'aborder. On va faire en deux temps. Dans une première partie, je vais faire une introduction sur le sujet. Et je serai suivi par M. Craig Hanson, qui est ici, que je remercie tout spécialement. Craig Hanson est directeur du Water Resources Institute, le WRI, pour les questions de sécurité alimentaire, de forêt, d'eau et de sol, donc toutes les questions qui nous intéressent aujourd'hui. Et le WRI est régulièrement classé comme le meilleur think tank mondial dans le domaine de l'environnement. Il a réalisé plusieurs documents, à mon avis, de référence sur ces questions. Et donc c'était très utile, très appréciable de pouvoir les avoir ici avec nous pour qu'à côté de la vision française qui est la nôtre, on ait aussi une vision d'un grand think tank international qui travaille dans le monde entier, notamment sur l'Afrique. Voilà, donc tous les deux allons introduire le sujet et ensuite on aura un panel et je présenterai nos intervenants tout à l'heure. Alors je vais commencer avec ma propre introduction. Si on peut enclencher le diaporama. Voilà, donc notre sujet, c'est de relever à la fois le défi climatique et le défi alimentaire en mieux gérant les ressources rurales. Je ne sais pas comment ça marche, ça n'avance pas. Voilà. Voilà, donc ça fait depuis 2010 que le groupe Sécurité Alimentaire a été créé au sein du Partenariat français pour l'eau. Donc ça nous fait 5 ans de travail multi-acteurs, puisque nous réunissons dans notre groupe aussi bien l'Agence française de développement, les ministères, la recherche agronomique, les ONG spécialisées en développement, la profession agricole, les experts de l'eau. Et nous avons fait beaucoup de choses, notamment un grand rapport pour le Forum mondial de l'eau de Marseille, qui s'appelle L'eau et la sécurité alimentaire. Le CGAER, le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, qui préside le groupe, est aussi impliqué à la demande de notre ministre, M. Stéphane Le Foll. On vient de faire un gros travail sur le changement climatique, un rapport qui a été porté au niveau de l'Union européenne, dont je dirai quelques mots. On a également pris l'initiative depuis 3 ans d'organiser chaque année un grand séminaire méditerranéen sur l'eau et la sécurité alimentaire, qui s'est tenu à Montpellier, puis à Meknès et à Paris cette année, sur les questions parce que la question de la Méditerranée et l'Afrique de l'Ouest sont des
sont extrêmement importantes pour ces sujets. Et il faut apprendre à raisonner pas seulement d'un point de vue français, mais englober évidemment dans notre réflexion les enjeux des régions voisines. Et quand on parle d'Afrique de l'Ouest, de Méditerranée du Sud et de Méditerranée du Nord, on est un petit exemple du problème mondial, puisqu'on va par exemple de 2,5% d'agriculteurs en France à plus de 80% au Burkina Faso, et qu'on a des pays qui sont très pauvres en eau, comme l'Afrique du Nord, ou des pays qui ont beaucoup d'eau, comme l'Europe ou l'Afrique de l'Ouest, même si elle peut faire défaut, elle peut être rare. Voilà. Et puis on a également, cette année, organisé un papier ensemble avec les ministères de l'Agriculture et des Affaires étrangères, et le PFE, qui est là, que je vous donne, qui vous a été tiré, qu'on peut vous distribuer, qui est une vision française interministérielle sur le sujet de l'eau et la sécurité alimentaire. Donc vous voyez, c'est un sujet qu'on a pas mal travaillé ces dernières années. Et puis je parlerai du 4 pour 1000, des sols pour la sécurité alimentaire et le climat, qui est une initiative internationale, initiée par la France, mais internationale, qui est portée pour la COP21. Voilà. Alors, rappelez que le dérèglement climatique, c'est un grand sujet pour l'eau. Le cycle de l'eau est transformé. Il y a des régions qui auront plus d'eau, d'autres moins d'eau. Il pleuvra beaucoup ou pas assez, et pas là où on le voudrait. Donc, c'est un grand problème. Et donc, c'est aussi un grand problème pour l'agriculture. Et le dernier rapport du GIEC nous alerte très forte sur les conséquences possibles du dérèglement climatique sur la sécurité alimentaire, ce qui est la production, mais qui est aussi l'accès des personnes vulnérables à l'alimentation et la stabilité et la nutrition. Donc on risque malheureusement d'avoir des très gros problèmes tout au long du siècle, parce qu'il y a beaucoup de zones vulnérables dans la planète qui ont déjà des problèmes et qui auront des problèmes bien plus amplifiés. Et il y a des rapports internationaux qui parlent des risques de 200 millions d'émigrés, ou de 600 millions de personnes qui pourraient avoir faim, en plus des 800 millions actuellement qui sont en malnutrition. Donc c'est un très grand sujet, celui dont nous allons parler. Ce qui est intéressant dans le rapport du GIEC, le dernier, le 5e, qui a été publié en 2014, c'est que pour la première fois, la spécificité du secteur du vivant, qu'on appelle le secteur des terres, c'est-à-dire l'agriculture, forêt et sol, en anglais AFOLU, Agriculture, Forestry and Other Land Use, est mise en avant. Pourquoi ? Parce que nous avons un secteur qui est extrêmement important. D'une part, parce qu'il émet beaucoup de gaz à effet de serre, il émet 24%, vous voyez, un quart des gaz à effet de serre dans le monde. C'est dû à l'agriculture, 10%, et c'est dû encore plus à la déforestation, 11%. Mais c'est aussi un secteur très menacé par le dérèglement climatique, alors qu'il va devoir produire au moins 60% en plus d'ici 2050. Donc il y a un enjeu d'adaptation considérable. Et c'est aussi un secteur clé pour l'atténuation. Pourquoi ? Parce que les bois et les champs peuvent servir de pompe à carbone, notamment, qu'on peut agir sur plusieurs leviers, et donc contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce au stockage et la substitution. Et puis surtout, c'est un secteur qui est, chacun le sait, qui est vital pour tous ces autres rôles multiples, l'alimentation, l'emploi. Je rappelle que quand on parle d'agriculture, c'est 2,6 milliards de la population agricole mondiale qui vit directement de la production agricole et qui nourrit les 7,5 milliards que nous sommes. Et également pour la gestion de l'eau, des sols, de la biodiversité. L'agriculture est le plus grand gestionnaire de l'eau. Ce n'est pas seulement un usager, c'est bien un gestionnaire. Ça transforme les milieux et ça peut faire aussi bien des dégâts qu'à produire des services très utiles pour le cycle de l'eau. Voilà, alors quel est l'enjeu mondial ? C'est de réussir à conjuguer l'adaptation, la production, la sécurité alimentaire et l'atténuation. Voilà, c'est ça le défi auquel il faut qu'on soit capable de répondre. Et je vous assure que c'est un immense, immense défi et qui mérite beaucoup d'attention, d'action, de politique. Et c'est de ça dont nous allons parler maintenant. Ça, c'est le cycle du carbone. Ce qui est intéressant, c'est les deux flèches à droite. Vous voyez que les océans et la biosphère terrestre absorbent et séquestrent du carbone.
S'il n'y avait pas ces puits des océans et la biosphère terrestre, et la biosphère terrestre, c'est les forêts, les prairies, les toundras, les cultures agricoles, il y aurait 2 fois plus d'émissions de carbone. Donc déjà, aujourd'hui, on a, grâce aux vivants, on tempère beaucoup, on réduit beaucoup l'importance du dérèglement. Et si on stockait chaque année 4 pour 1000 en plus de carbone dans les sols, on compenserait l'ensemble des émissions de carbone. Voilà, c'est de là, le mot 4 pour 1000 vient de là. Si on arrivait à stocker chaque année dans l'ensemble des sols de la planète 4 pour 1000 de carbone en plus, il n'y aurait plus d'émissions de carbone nettes. Tout serait compensé. Voilà. Donc l'efficience dans l'agriculture, ce n'est pas simplement économiser de l'eau ou des engrais, c'est aussi être capable de produire des services environnementaux et notamment stocker du carbone. Alors quel est l'enjeu mondial dans l'atténuation? Ça c'est le rapport du GIEC encore, que je présente à la place de Jean-François Soussana qui s'est excusé, mais on travaille beaucoup ensemble donc on a les mêmes figures. C'est réduire de 40 à 70% les émissions d'ici 2050. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire décarboner l'économie. Alors ça, la société l'a compris. Maintenant, c'est rentré dans les vocabulaires. On comprend qu'il faut décarboner l'économie. Mais décarboner l'économie seulement, ça ne suffira pas. Il faut aussi recarboner la biosphère. Voilà, donc au moins, retenez une chose aujourd'hui, que le changement climatique, la lutte contre le changement climatique, c'est décarboner l'économie et recarboner la biosphère, ensemble. Et en recarbonant la biosphère, vous pouvez d'ailleurs, pour une part, produire des énergies renouvelables qui contribuent au décarbonement de l'économie. Donc il faut agir à la fois rural et à la fois urbain. Alors le secteur des terres, d'après le rapport du GIEC 2014, le 5e, représente 20 à 60% du potentiel d'atténuation mondiale. Le chiffre est vague. Ça prouve qu'on doit travailler beaucoup plus pour mieux le cerner. Mais c'est considérable, c'est 40% donc, de la solution, ce dont on parle. Et pourquoi? Parce qu'on peut réduire les émissions de l'agriculture et de l'élevage dans une certaine limite. C'est pas si facile, on peut, dans une certaine mesure. On peut aussi réduire les émissions indirectes, par exemple les gaspillages alimentaires. Mais on peut aussi stocker du carbone dans les sols et dans la forêt, et dans la filière bois, dans tous les produits bois. Si vous mettez du bois là, ça c'est du carbone qui est stocké, hein, les panneaux de bois qui sont là. Donc c'est du carbone qui ne va pas dans l'atmosphère, on a stocké pour un certain nombre d'années. Et puis on peut aussi éviter les destockages de carbone, c'est-à-dire éviter l'urbanisation des sols ou la déforestation. Quand vous urbanisez, quand vous faites de l'étalement urbain, eh bien vous déstockez du carbone. Parce qu'il y a plus de carbone dans un sol agricole que dans un sol urbain, il y a 0. Voilà. Et si vous prenez un sol de prairie et que vous le transformez en agriculture, si vous retournez prairie, vous déstockez du carbone. Si vous prenez la forêt, vous la changez en agriculture et pire, en construction, vous déstockez du carbone. Voilà. Donc on peut jouer aussi sur stockage, déstockage, et on peut jouer sur la substitution. L'autre jour à la télévision, il citait 500 hectares de charbon cultivés aujourd'hui en Sicile qui permettent de faire des sacs plastiques biodégradables, hein, qui sont complètement naturels. Et ça, c'est extrêmement bon pour les gaz à effet de serre. C'est-à-dire que le plastique, quand il est fait avec de la chimie, il est très émetteur. S'il est fait avec de l'agriculture, il est très peu émetteur. Donc vous substituez et vous réduisez les émissions. Alors, pour la France, nous, on a fait un grand rapport pour la France. Quand on fait, ça c'est notre rapport, c'est notre scénario, on s'aperçoit que quand on additionne tout ce qui est possible de faire et réaliste, sans baisse de la production agricole, en France, on peut, d'ici 2030, réduire les émissions françaises de 50 à 76 millions de tonnes de CO2. Et alors, vous voyez, en faisant différentes choses, hein, l'agriculture, mieux gérer la fertilisation, l'azote, séquestrer du carbone dans les sols, le zéro labour, l'agroforesterie, les haies, etc. Et quand vous faites l'addition de tout ça, y compris préserver les terres et les prairies, mieux gérer les forêts, vous arrivez à 50 à 76. Eh bien, ça fait jusqu'à la moitié de l'objectif d'atténuation fixé par la France pour 2030.
Vous voyez, là, on apprend des choses importantes, parce qu'on parle toujours que de l'énergie décarbonée, l'économie, mais si on travaille bien le rural, on peut faire aussi beaucoup. Alors, une condition, c'est de réussir l'adaptation. Quels sont les grands risques? Là, j'ai mis pour l'Europe, et pour le monde, c'est encore... l'Europe n'est pas la plus menacée par le changement climatique, mais elle va être quand même très impactée. Elle l'est déjà, hein, nos rendements agricoles de blé stagnent depuis 15 ans à cause du changement climatique. Il faut le savoir. Le changement climatique va amener à une baisse des rendements, alors qu'il doit beaucoup augmenter pour nourrir les 2,5 milliards d'habitants en plus d'ici 2050. Donc déjà en soi, c'est un énorme problème. Mais le grand sujet... Alors pour le GIEC, il y a trois risques pour l'Europe. C'est la relation eau-agriculture, les inondations, mal-urbanisation, canicule, santé et productivité. Et donc la question de l'eau va devenir très importante, parce que les besoins vont s'accroître, alors que les étiages vont être plus sévères et plus longs. Voilà, donc on va avoir besoin de stocker de l'eau. Mais aussi la gérer de façon plus efficiente, évidemment. Voilà, la suivante. Alors, ce qui est important de savoir, c'est parce que là, on dit souvent beaucoup de bêtises sur l'eau, c'est que l'eau est une ressource qui est très inégalement répartie sur la planète. Et là, vous avez l'exemple sur la Méditerranée, l'ensemble des pays de la rive nord et les pays de la rive sud. Et au nord, on a une ressource qui est finalement... On a beaucoup de chance, on reçoit 90% de l'eau de l'ensemble des pays méditerranéens. On n'en utilise que 13%, et l'essentiel, c'est de l'énergie. C'est-à-dire que c'est de l'eau qui revient pour l'essentiel très vite aux aquifères. Et au sud, par contre, il n'y a que 10%, ce qui est au-delà des ressources potentielles. La demande est au-delà des ressources. Alors, quelle est la conséquence? En France, on consomme très peu d'eau. Quand on regarde, c'est 3% seulement dans l'ensemble des écoulements qui est consommé chaque année. Alors qu'au Maghreb, 30% de l'eau est d'origine non durable, c'est-à-dire qu'elle vient de nappes fossiles ou la surexploitation de nappes souterraines. Vous voyez, donc on n'a pas du tout la même situation. Alors ce qui est important, c'est que l'Afrique du Nord, Moyen-Orient, maintenant importe chaque année 70 millions de tonnes de céréales, contre 3 millions de tonnes en 1950. Et la population continuant à augmenter, la ressource en eau diminuant, on va avoir cette part va augmenter considérablement. Donc la question, c'est que les pays qui ont de l'eau vont devoir contribuer à sécuriser les approvisionnements alimentaires des pays qui sont en pénurie structurelle croissante. Ou sinon, il y aura des migrations massives. Il faut le savoir. C'est soit on est capable de sécuriser l'alimentation des pays en pénurie d'eau, soit c'est des migrations évidemment massives. Les gens, s'ils meurent de faim, ils migreront. Il faut s'occuper aussi de l'eau verte. Ça, c'est très important. On parle souvent que de l'eau bleue. L'eau bleue, c'est l'eau qui coule, qui sert à l'irrigation, aux villes, etc. Mais l'essentiel de l'eau sur la planète, c'est l'eau verte. C'est celle qui permet la production en pluviale, les prairies, les cultures en pluviale, les forêts. Et si on la gère mieux, vous voyez, avec à droite la colonne de droite, si on fait un peu d'agroécologie, on gère mieux les sols, on prend soin des sols, eh bien on fait beaucoup d'économies, on évite beaucoup d'évaporation, qui est de l'eau non productive. On fait plus de transpiration, plus de production. On peut faire aussi plus d'infiltration dans certains cas, et donc produire de l'eau pour l'aval. Ça, c'est un exemple assez remarquable qui a été présenté le mois dernier à l'OCDE. On avait invité M. Brandt, c'est un éleveur de l'Ohio, un agriculteur de l'Ohio aux États-Unis, qui est passé au non-labour en 71 et au semis sous couvert végétal en 78. Il fait beaucoup de cultures dérobées, associées, beaucoup de légumineuses. Il innove tout le temps, et c'est un monsieur extraordinaire. Son taux de matière organique est passé de 0,5 à 8%, vous voyez, en 40 ans, dans le sol. Donc il a stocké énormément de carbone. Il a aussi réduit beaucoup la consommation de pesticides, jusqu'à 90%, et des rendements qui sont nettement supérieurs à la moyenne locale, et des charges de moitié. Alors voilà, ça c'est des photos qui viennent de chez lui. Vous voyez le sol, comment il était en 1971, et comment il est aujourd'hui en 2015.
Voilà, ça c'est du 4 pour 1000. Si on faisait ça, on réglerait une grande partie du problème climatique mondial. Ça c'est un autre exemple, c'est en Méditerranée du Sud, au Portugal, du Nord, pardon. Il y a beaucoup de terrains dégradés, et on a un collègue agronome portugais qui depuis 40 ans se bat pour restaurer ces terres dégradées. Et grâce aux légumineuses méditerranéennes qui sont très nombreuses, il y a une grande biodiversité, on peut les semer et on ajoute du phosphore et on restaure les terres, on double la productivité fourragère et on double la productivité en stockage de carbone. Donc je termine sur la COP21 et l'initiative 4 pour 1000. Alors c'est une initiative qui a été portée par la France mais qui est soutenue aujourd'hui par beaucoup de pays, par la FAO, la Banque mondiale, et qui est deux choses. C'est un programme international de recherche, alors qui est piloté notamment par la recherche française, mais avec le CGIAR, qui est la recherche agronomique mondiale, et une alliance d'acteurs qui s'engage à lutter contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté, et pour développer des pratiques agricoles et de gestion des milieux favorables au stockage de carbone. Alors ça, un grand enjeu mondial, c'est l'Afrique, parce qu'en Afrique, les rendements sont restés très très bas, et on déforeste pour produire plus au lieu d'intensifier. Et ça, la déforestation est la première cause d'émissions de GES en Afrique. Alors que la population va doubler. Comment on fait? Alors là, nos collègues du WRI ont des réponses pour ce type de solution. Les sols sont très dégradés. Alors en conclusion, qu'est-ce que je peux dire? Bon, si on résume des points clés, il ne faut pas seulement décarboner l'économie, il faut recarboner la biosphère. Il y a des risques très lourds d'insécurité alimentaire, donc on ne peut pas agir local, national, sans intégrer les enjeux du climat et de la sécurité alimentaire. Voilà. Il faut s'appuyer sur l'agriculture familiale, c'est évident. Il faut mieux gérer tous les sols sur la planète. Et l'essentiel des sols sont gérés par l'agriculture familiale. Donc il n'y aura pas de progrès majeur si elle n'est pas elle-même un élément du progrès. Il faut sortir des discours généraux sur l'eau est rare, développer des solutions adaptées à chaque territoire, anticiper et s'engager pour réussir la mutation territoriale. Alors nous, en France, on a la chance d'avoir un ministre qui est très engagé dans cette direction, puisqu'il a lancé le projet agroécologique pour la France. Et c'est tout l'appareil de formation agricole, de recherche qui bouge. Et également, au niveau international, à la COP21, l'initiative 4 pour 1000, des sols pour la sécurité alimentaire et le climat. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et je vais demander à Craig Hanson de me prendre ma place. On le remercie encore très vivement d'avoir accepté notre invitation, alors qu'il vient d'arriver ce matin des États-Unis et doit partir pour Rome cet après-midi. Donc c'est vraiment, il a fait l'effort spécial de venir jusqu'ici. Encore merci beaucoup, Craig. Merci beaucoup, Guillaume. I will speak English, because trust me, you don't want to hear my French. So, and I had a lot of coffee, so I'm ready to go, right? So, good morning, everyone. This session here, climate change, water, agriculture, and food security, that's a big topic, right? It's kind of the heart of what it means to be human, and the heart of the challenges that we face, as well as the opportunities that we face on the planet going forward. I'm Craig Hanson. I am the Global Director of Food, Forests, and Water at the World Resources Institute. How many of you here have heard of WRI, the World Resources Institute? Okay, about half the audience. For those of you that don't know, WRI is a global research organization. We focus at the intersection of environment and development. We're global. We seek to not just do analysis, but turn that analysis into action. We like to say turn big ideas into action. And we aren't just about environment. It's also about development and human well-being, which is really kind of at the heart of it all. Our mission is to move human society in ways that protect Earth's environment and its capacity to provide for the needs and aspirations of current and future generations. This is kind of a fancy way of saying sustainable development, right? That's what we work on, right? Now, we're global. The global headquarters is in Washington, D.C., but we have offices in Brazil, China,
India, Indonesia, Brussels. We have staff in the field in many countries in Africa and other places in Latin America. And we have project activities on 6 continents. We're not in Antarctica, thank goodness, but we're just about everywhere in terms of our work. And we also work in partnership. We rarely work alone. That's our model of, we do analysis. We work with partners to get things done on the ground, engaging businesses, engaging governments, engaging civil society. Now, what I want to, I'm here to kind of help set the frame for the panel that's going to come up here just after me. And this fits really well with a piece of work that we're actually doing right now. It's called the World Resources Report. Deborah, we do this every about 3 years. The current World Resources Report is called Creating a Sustainable Food Future. So very topical to today's discussion. We do the World Resources Report along with the World Bank, the United Nations Environment Program, UNEP, the United Nations Development Program, UNDP. And this particular World Resources Report, we're also working with INRA and CIRAD here in France. They're doing a lot of modeling with the AgriMonde model and helping us really get in the details of land use change, water demand, etc., as we do our analysis on creating a sustainable food future. Now, what this work does is asks what I would call one of the 2 big questions of the next 40 years. How is the world going to feed more than 9 billion people in the year 2050 in a manner that not only advances development, but also reduces the pressure on the environment? I think this is one of the big questions we face. And it goes to the heart of climate change, soils, water, food security. This is the heart of that. That's the question that we're asking. And we have what I like to call the great balancing act. Because it's not, you just don't need to make more food available. You have to meet the other economic and environmental demands at the same time. And we face a world where between now and 2050, the world's going to need about 70% more food made available, right? That's from FAO. You also need agriculture to continue to advance economic development. For many people, for a couple billion people, agriculture is their primary source of income. About 28% of the global population directly or indirectly depends upon agriculture for their income and livelihoods. It's a core, it's a fundamental sector in the global economy, and it has to continue to be going forward. But at the same time, the world needs to reduce the footprint or the impact that agriculture has on the world. You've heard a few numbers from the previous speaker here, whether it's greenhouse gas emissions. About a quarter of GHG emissions come from land use change in agriculture. About a third of the land mass outside of Antarctica is dedicated to or is used for either crops or grazing, and about 70% of the world's freshwater withdrawal is used for agriculture. That's a pretty big footprint for one sector. So how do we actually feed more people yet reduce that footprint? And at the same time, you have to do this within a changing climate, right? The IPCC, the scientists are telling us that climate is changing and the impacts on average are going to be negative on crop yields. It's going to put pressure down on crop yields over the next 50 to 100 years. And this is a map here from the World Bank. We're showing decline, the red is the declines in the crop yields. So it's a world of where we have to feed more, have less impact, yet at the same time, the pressures are going in the opposite direction when it comes to climate change. And not only climate change, but also fresh water. And here's some analysis we've done looking at using an IPCC scenario going out to the year 2025, which areas of agriculture production going forward are going to have increased water stress. That's the reds, the oranges, and the yellow. That's quite a bit of the bread baskets of the planet, right? And it'll get even worse by 2050. So it's a world of increasing need, but also increasing pressures that make meeting that need even more difficult. And so that's the world that we're moving into quite rapidly. Now, the premise, the hypothesis here of the World Resources Report, of our work with INRA and CIRAD, is that there's no silver bullet. The proverbial statement about silver bullets can solve something. No, our view is not. It's going to take lots of different things to get there, to achieve this great balancing act. And if you look here on the screen, you're seeing the gap between the amount of food available in the year 2006
and the amount of food that needs to be available in 2050 to adequately feed all 9.7 billion people on the planet in that year. Not one item, what we call the menu item, is going to get there. It's a lot of them. And the way we look at the menu item, the menu is this way. So we've broken it out. We've said, look, there's a number of things you can do on the demand side or the consumption side, whether it's reduce the rate of food loss and waste, right? Which right now, 1 out of every 4 calories on the planet that's intended for human consumption gets lost or wasted between the farm and the fork. That's a huge amount of inefficiency. What if we could squeeze that, right? That would actually help start to close the gap. What could we shift to healthier diets that actually, on average, have less impact on land and on water? At the same time, we have some production menu items, whether it's boosting crop yields sustainably or boosting the productivity of livestock. Likewise, and finally, there's a number of things that you can do that actually improve production methods that don't necessarily change the yield, but reduce the impact of those yields, whether it's improving the feeding efficiency of livestock or managing rice paddies so they reduce methane and use less water. Now, the one of this menu items that's really relevant for today that I want to focus on is this one here. It's the one on improving soil and water management, because it goes to the heart, right? Growing crops is about the soil and the water, right? And this is one of those menu items that helps actually address the water issues, helps the soil issues, helps not only adapt to climate change, but also can help mitigate it. As the gentleman here was just talking a few minutes ago about the ability of, if you regenerate the soils and grow more biomass, you can actually sequester more and more carbon. It's quite a powerful strategy that we're a big believer in here at WRI. And one example is agroforestry, and you'll hear one of my colleagues during the panel session talk a bit more about agroforestry. This essentially is putting trees or woody vegetation amidst crop fields to actually provide a number of benefits. In this case here, you see a picture here. This looks like it's maize or sorghum, probably sorghum amidst some trees. These are Faidherbia albida. This is a nitrogen-fixing tree in Africa. It's native. The tree actually, the roots will fix nitrogen into the soil, and so actually, as the crops grow closer to the tree, the crops actually are taller. Right? The trees actually lose their leaves during the growing season, so they don't compete for sunlight with the crop. When the tree leaves fall, that actually adds organic matter to the soils, adding both carbon as well as retaining moisture. It's an amazing symbiotic relationship between the trees and the crops that, as Chris will talk about, is taking off in places in Africa, and we see it also in places such as Latin America. And the evidence is coming in that you can actually boost yields. This is maize yields in Zambia. The yellow is the maize underneath a canopy of these Faidherbia albida trees. The blue is the maize outside of the canopy. And you can see in a number of years going forward, and a number of years over a 4-year period here, actually the yields are much higher underneath the canopy. This is one of those where we can have your trees and your food too. It's not just agroforestry practices or water harvesting. These are zai here that actually capture the water and reduce the amount of runoff when it rains. And the evidence is coming in that shows that if you take water harvesting practices like zai or stone buns, or maybe a combination of zai and stone buns, that's the blue line, the light blue line, the yields per hectare actually go up because you're actually reducing the rate of runoff from the water and keeping it more for the plant. There's a number of these simple low-cost practices that are out there that aren't actually being used to the degree they can be. And so what we really need is a movement here to actually accelerate the adoption of these improved soil and water management practices, which will help us achieve food security, help us adapt to climate change, help us fight climate change, because it actually would help sequester more soil carbon. Here's a map here of the topsoil organic carbon content for the planet. As you can see in places in Africa here, it's not very dark. The darker green means you have greater concentrations of soil organic matter or carbon. This is an area of huge opportunity to actually, through practices like agroforestry or other conservation agriculture practices, to help boost not only the yields, but get more carbon stored back in the soil, right? Which your great program that you're going to launch at COP21 would really help to achieve. Now, one of the questions we often get is, okay, you have this menu of items and you talk about improving land and water management as one of the menu items, but how do you take it to scale?
Right? That's the big question that we all ask. We've seen success stories here and there, but how do you take it to scale? And I just want to share with you a few thoughts, and I know my colleague Chris and others on the panel will actually share their own views as well. A couple things. One is we still need more evidence. You need the analytical evidence to help make the case and demonstrate definitively that these practices actually boost yields as well as sequester more carbon. Secondly, we need more communication. Even just the existing success stories are only known amongst a small crowd of people, mainly this audience here and people like ourselves, right? There's an entire world, especially of policymakers, that aren't even aware that these examples are going on. And they need to become more aware that these low-cost, high-impact opportunities actually exist. Thirdly, we need to boost the capacity of landowners to actually implement these practices. And one thing we've learned at WRI is that people trust people that are like themselves. And that means there's a lot of power in what's called farmer-to-farmer engagement. Getting a farmer who's already implementing these practices to engage and talk to and show another farmer to convince him or her that they should follow the practice as well. It's not good enough, and often it doesn't work to have someone fly in from the United States or from Europe for that matter to say, hey, you should do this practice. Look at this picture and look at the yield improvements. No, they trust another farmer, someone who's just like them. And that's one thing we've learned a lot at WRI is the power of the farmer-farmer engagement. There's a few others, but one final one I'll mention is the inspiration of ambition. It's going to take policymakers, civil society, research institutions to think big and bold. People get motivated. Governments get motivated. Money gets motivated by big ambition. And I want to share two examples with you right now that WRI is involved with. One is in Latin America. We've been involved in the past year or so getting a big coalition of about 8 or 9 countries together to commit to bringing 20 million hectares of degraded land in Latin America and the Caribbean back into restoration by the year 2020. Here you see the countries in the bottom. There's a number of institutions providing, technical assistance. We've also been able to line up financing. We're getting close to $1 billion worth of financing from both private sector as well as from the multilateral development banks to invest in these restoration projects in these 8 or 9 countries. Right? So thinking big, getting countries to commit, and then following through on that commitment. And not to be outdone, Africa is following suit. This is a sneak peek to one thing you're probably going to hear in COP21 in a couple months, is that a group of African nations being coordinated by NEPAD, which is the New Partnership for Africa's Development, with funding from the German Development Agency and with support from WRI and IUCN and other partners, are going to announce commitment to bring 100 million hectares into the process of restoration by the year 2030. So these big ideas, these big, bold visions are coming along. So this is our time. This is the time. Everything you said, you could have said 5 years ago, but the timing might not have been right. I would argue that this year, this December onward, is the moment for this movement on restoration to take off. With that, I thank you very much. Merci beaucoup. Now, just to give you a flavor of things, we have a video. Everyone loves movies, right? So we have about 3 minutes here. Don't fall asleep. I don't think you will. As a movie here to give you, I told you about some of these success stories. Well, my colleague Chris Ray and a few others have been involved in developing a movie called Ethiopia Rising. What you're going to see is probably the largest restoration project currently undergoing on the planet. It's more than 1 million hectares. It's bigger than the famous Les Plateaux project that many of you have heard about in China. It's the re-greening success that's starting to occur in Ethiopia. So let's cue to the movie. They called me Godafai. It means worthless. But that was before. Ethiopia. For many, a land of drought, famine, and poverty. But things have changed in this corner of the world. And the transformation is nothing short of miraculous. In a 30-year struggle for survival, its people have transformed vast areas of barren hillside
into life-giving forests. In once parched valleys, crops now grow in abundance. From dried-up riverbeds, water is once again flowing. And for the people, food security is finally in sight. Seen through the eyes of an unlikely hero, this is the story of how a nation broke out of an endless cycle of drought and famine. How its people, oppressed by a brutal regime known as the Red Terror, forged a green revolution. It's a story of vision, dedication, and collaboration on a monumental scale. The transformation in the landscape here over the last few decades has been massive. In the 1980s and 90s, it was nothing in comparison to what we see now with all this greenery and vegetation. I don't think I've ever seen so many people hard at work. They have transformed a landscape in Ethiopia that was previously considered a basket case. That is incredible and perhaps unprecedented. Over the years, the fortunes of this man have closely followed those of his country. Today, he is known as Man of Fire. أنا عاوزي كوينة نزي كمزي لخري أنت اللغو فلي سمعت اللي بدرت محمد سعادة مسيرة ترى مرة كلامي قريب كوينة لمي آخري أنت اللغو دستني أكو. This is a story to challenge your perceptions. A story that will inspire and give hope to the climate change generation. This is the untold story of Ethiopia rising. Voilà, merci. C'est un exemple merveilleux et Chris Rege donnera certainement quelques indications précises et vous pourrez poser des questions. Voilà, merci beaucoup Craig de l'excellente intervention. Je pense que ça complétait bien. Et maintenant, nous allons passer au panel. Donc, je vais inviter nos 5 experts à venir sur l'estrade. Et puis, je les présenterai un par un. Non, oui, peut-être que je vais mettre là, oui. Voilà. Peut-être, puisqu'on vient de voir ce film, je vais commencer justement par Chris Rege, s'il veut bien. Alors Chris, j'ai fait sa connaissance au dialogue de Caux sur la Terre et la sécurité qui s'est tenu du 10 au 14 juillet cette année en Suisse, au-dessus de Montreux. Depuis 3 ans, il y a ces rencontres qui sont extrêmement intéressantes. J'étais très heureux d'y participer, c'est la première fois, où se réunissent les gens qui contribuent à faire ce que vous venez de voir dans ce film et qui croient à la possibilité de se battre pour mieux gérer la biosphère et donc assurer la sécurité alimentaire. Et ça, c'est beaucoup mieux gérer l'eau et les sols, on l'a bien vu. Et Chris Rege a été c'est vraiment son sujet, il connaît très très bien. Il a dirigé notamment un rapport sur les 6 étapes pour réussir le changement d'échelle. C'est-à-dire comment on passe de quelques centaines de milliers d'hectares à... c'est vraiment le sujet. On est dans une espèce de course de vitesse, vous l'avez bien compris. Et si on n'arrive pas à mieux gérer nos ressources naturelles, rurales, on aura des problèmes de sécurité alimentaire et on aura des problèmes de changement climatique aggravés. Parce que je ne l'ai pas dit, mais le changement climatique accroît beaucoup les risques de déstockage de carbone. Quand un pays s'aridifie, il y a des risques de déstockage de carbone. Donc si on n'est pas capable de bien gérer nos sols pour leur redonner de la vie et l'eau et de la production, on va avoir des effets d'aggravation. Donc Chris, je te passe la parole et te remercie beaucoup. Il y a des micros, peut-être que vous pouvez... C'est comme tu veux. J'ai aussi quelques diapos. Quelques diapos. Une petite... Le contexte de l'Afrique est très difficile. Il y a une forte destruction des ressources naturelles et la situation est extrêmement grave.
Et il y a donc, pour utiliser les mots de Guillaume, il y a une forte décarbonisation de l'environnement. Donc, et pour le contexte aussi, Greg Hanson a décrit le contexte pour 2050. Nous devons essayer de nourrir 9 milliards ou 9 milliards et demi de personnes. Mais maintenant, nous sommes 7 milliards. Il y a une augmentation de la population jusqu'à 2050 d'environ 35%. Mais pour l'Afrique, le défi est nettement plus grand. Il y a un doublement de la population dans 20 ans, dans beaucoup de pays, notamment en Afrique de l'Ouest, par exemple. Donc, nous devons aussi plus que doubler la production agricole, ce qui est un grand défi. Et quand je regarde la situation actuelle, il y a bien sûr eu beaucoup d'échecs en matière de développement agricole, mais il y a aussi quelques lueurs d'espoir. Et j'aimerais vous montrer quelques grands succès en matière de restauration des terres dégradées. Vous venez de voir déjà le cas de Tigré, j'y reviens. Mais par exemple au Niger, il y a très peu de personnes qui en sont au courant, il y a eu un reverdissement sur 5 millions d'hectares sur une période de 20 ans. À partir de 1985, les paysans dans le sud Niger, surtout dans les zones avec de fortes densités de population, ont commencé à protéger la régénération naturelle des espèces d'arbres et d'arbustes sur leurs champs. 5 millions d'hectares. Au Mali, nous avons trouvé un cas d'un demi-million d'hectares sur le plaine du Sénat. Si vous regardez les deux images, il y a à gauche la situation en 1975 dans un village, et à droite, vous voyez beaucoup de petites taches noires, et chaque tache noire est un grand arbre. Et ce qui est très clair, qu'il y a 15 à 20 fois plus d'arbres dans ce cas en 2003 qu'en 1975. Et ça, c'est un constat que nous avons fait dans des centaines de villages au Niger. Et si vous voyez les taches, il ne s'agit pas des arbres plantés, parce qu'il n'y a pas de rangée d'arbres. Ce sont les paysans qui ont protégé la régénération naturelle. Et sur le sol, on voit cette situation. Il y a tout un nouveau parc agroforestier qui a vu le jour. Et vous voyez ici la même image que Craig a montrée de Faidherbe albida, un arbre fertilisant, avec de fortes densités. Quand il y avait de densité, il y a 20 ans, de 2-3 arbres à l'hectare, on trouve maintenant 20, 40, 60, 80 arbres à l'hectare. Ce qui a changé la situation. Et vous voyez ici la situation, j'ai pris cette photo après la récolte. Et vous voyez aussi les résidus de récolte qui sont stockés parmi les arbres. Nous parlons de 5 millions d'hectares qui ont été reverdis dans une période de 20 ans. Donc en moyenne, les paysans ont ajouté 250 000 hectares par an. Il y a 200 millions d'arbres nouveaux et aucun arbre est planté. Il s'agit donc de cette protection de la régénération naturelle. Il y a un impact sur la production céréalière. Nous avons estimé que l'impact annuel est 500 000 tonnes de céréales par an supplémentaires, à cause du fait qu'il y a des arbres qui améliorent la fertilité des sols, comme le Faidherbe albida, mais aussi qui protègent les cultures contre l'effet du vent. Il y a une séquestration de carbone dans les arbres d'au moins 25 millions de tonnes, et c'est seulement dans les arbres, pas encore dans le système racinaire, pas encore dans le sol. Et nous allons maintenant faire une autre étude pour mesurer les changements qui ont eu lieu dans le stockage de carbone depuis 10 ans. Il y a aussi cet exemple, et c'est une suite à l'image que Greg a montré. Il y a des techniques simples en Afrique de l'Ouest, surtout au Sahel, pays comme le Burkina Faso et le Niger, des techniques comme les ailes et les demi-lunes qui ont été utilisées comme technique pour collecter l'eau de ruissellement. Il y a la pluie qui tombe, et si la pluie tombe sur des surfaces qui sont très dures, l'eau commence à ruisseler. Et dans le passé, on a perdu souvent jusqu'à 100% de la pluie à cause du ruissellement. Les paysans ont fait de petites cuvettes ou de grandes cuvettes pour capter l'eau de ruissellement. Et vous voyez dans la partie haute des techniques simples comme les ailes et les demi-lunes. En 90, je suis revenu sur les mêmes parcelles
20 ans plus tard, et vous voyez, ces champs se sont complètement transformés. Et on peut expliquer qu'il y a d'abord un système agroforestier qui a vu le jour sur ces champs, parce que les paysans qui investissent dans les ail et dans les démelunes investissent aussi dans une meilleure fertilisation de leurs champs. Ils commencent à utiliser de manure, donc la fumure organique. Et dans la fumure organique, on trouve de petites semences des arbustes ou des arbres qui ont été utilisés comme fourrage par le bétail. Donc si les paysans leur donnent l'opportunité de monter dans les ail ou dans les démelunes, il y aura de nouveaux arbres. Et ce qui est intéressant, je vous montre ici aussi dans la région de Tawa, ce qui était une zone assez désertique quand j'y étais pour la première fois en 1984. C'était une situation qui était grave. Nous trouvons ici sur un plateau à Batodi, au sud de Tawa, qui était complètement dénudé au début des années 80. Mais à la fin des années 80, les paysans ont commencé à restaurer leurs terres dégradées à l'aide des techniques comme le zaï et les démelunes. Et ce que nous avons constaté, qu'il y a eu une forte infiltration aussi de l'eau, ce qui a donné un impact sur la nappe d'eau souterraine, et la nappe d'eau souterraine, sur une période de 10 ans, a vu une remontée de 14 mètres. Et j'ai visité ce village plusieurs fois, pendant plusieurs années, et je constate maintenant que dans ce village où le sol était complètement dur et encroûté, où les rendements étaient extrêmement bas, où les gens ne cultivaient même plus leur sol, on trouve maintenant beaucoup de champs avec des cultures de contre-saison, donc des cultures cultivées pendant la saison sèche, et ils cultivent maintenant 365 jours par an. Ça, c'est si quelqu'un me l'aurait dit à la fin des années 80, mais je l'aurais dit, mais hey, c'est idiot. Quand je regarde les chiffres pour le Niger et pour le Burkina, environ 400 000 hectares de terre ont déjà été restaurés à l'aide de ces techniques simples, les ail et les démelunes. C'est formidable. Et le cas nous avons déjà montré le cas de Tigré, et je reviens tout juste de Tigré pour le lancement de ce documentaire Ethiopia Rising. Et j'ai constaté que j'étais probablement trop conservateur en termes d'estimation de ce que les gens dans le nord de l'Éthiopie ont pu réaliser depuis 20 ans. Ils ont commencé à investir dans la restauration des terres dégradées. Ils ont restauré plus d'1 million d'hectares. Ils ont construit des dizaines de milliers de kilomètres de cordons pierreux contre les pentes pour faire infiltrer l'eau. Et l'eau s'est infiltrée beaucoup. Et cela a recherché la nappe dans les vallées. Il y a 20 ans, il y avait une irrigation pendant la saison sèche sur 40 hectares, maintenant sur 40 000 hectares. Et je considère que c'est le plus grand effort de restauration que je connais. En Chine, sur le plateau Lus, c'est un exemple que la Banque mondiale aime utiliser, il y a eu la restauration de 920 000 hectares. Mais vous savez que le Lus est un sol qui est très fertile et très facile à façonner. Ce que les gens dans le nord de l'Éthiopie ont dû travailler dans un contexte qui est nettement plus compliqué. Parce qu'il y a des sols qui sont fragiles, qui sont peu profonds et sur des versants qui sont très raides. Donc là, ils ont vraiment fait un effort extraordinaire et on trouve maintenant aussi une situation. Ils ont pu améliorer leur sécurité alimentaire et aussi leur sécurité en eau. Nous avons travaillé au niveau de World Resources Institute sur une stratégie comment mettre à échelle des cas de succès.
il y a des dizaines de cas de succès en matière de développement agricole aussi en termes d'une meilleure gestion des ressources naturelles en Afrique. Donc nous avons, depuis des années, nous parlons beaucoup de la nécessité de mettre à échelle les cas de succès. Mais il y a très peu de réflexion sur comment le faire. Et donc, nous avons vu cette lacune et nous avons essayé de le combler avec la publication de rapports mise à échelle du reverdissement. 6 étapes faire le succès. Donc, comment le faire? Une approche pratique pour la restauration des forêts et des paysages. Heureusement, l'imprimerie a pu produire la version française vendredi dernier et Craig Hansen a pu charrier cette nuit 12 exemplaires que j'aimerais vous laisser. En tout cas pour ceux qui s'y intéressent. Et nous avons identifié donc 6 étapes. D'abord, première étape, identifier et analyser des cas de succès. Et il y a des cas de succès partout, à petite échelle et à grande échelle. Il faut construire un mouvement populaire à la base. Je voudrais dire, il y a déjà beaucoup d'ONG, par exemple, qui pratiquent certaines techniques, qui l'ont promu depuis longtemps. Et ce qui est le grand défi maintenant, c'est de montrer que la pratique marche. C'est la pratique qui est toujours en avant de la politique. Il faut influencer la politique en montrant qu'il y a des réussites, qu'il y a des possibilités réelles sur le terrain qui sont déjà pratiquées. Troisièmement, il faut créer des politiques et aussi une législation incitative. Parce que les politiques agricoles ne sont pas toujours tellement en faveur, n'incitent pas les paysans à investir dans leurs ressources naturelles. Et la législation forestière ne reconnaît pas toujours qu'il faut que les paysans se sentent propriétaires des arbres sur leurs champs. Quatrièmement, il faut développer une stratégie de communication. Et c'est intéressant à voir que au MES, quand je regarde les projets, il y a peut-être 1% du budget qui est pour la communication. Nous devons communiquer nos cas de succès. 5e étape, développer des chaînes de valeur autour de l'agroforesterie, par exemple, parce qu'il faut que les paysans augmentent un tout petit peu leurs revenus. Et les produits agroforestiers, c'est une possibilité. 6e étape, il faut plus de recherche pour combler des lacunes dans notre connaissance. Et je sais qu'il y a des lacunes dans notre connaissance. En termes de communiquer, peut-être vous pouvez aider, peut-être vous pouvez donner un coup de main. Nous avons produit donc ce documentaire de 60 minutes, il y a aussi une version de 20 minutes, sur le cas de restauration de terres dégradées dans le nord de l'Éthiopie. Peut-être il y a quelqu'un dans la salle, ou quelqu'une dans la salle, qui a de bons contacts avec France 1, France 2 ou une autre chaîne de télévision. Et si vous pouvez nous aider à contacter une chaîne de télévision, il y aura une version française. Et bien sûr, ce sera très important de le montrer dans le contexte aussi de COP21. Parce que cela montre que même dans une situation qui était catastrophique il y a 20 ans dans le nord de l'Éthiopie, on peut faire des miracles, on peut renverser les tendances. Comme je disais, je reviens tout juste de l'Éthiopie et cette année, dans quelques mois, il y aura probablement dans nos médias des nouvelles très, très difficiles sur l'Éthiopie. Parce que dans l'Éthiopie, dans une bonne partie de l'Éthiopie, les récoltes seront très mauvaises cette année. Les pluies ont commencé tardivement. Donc j'ai pris la route pour aller d'Addis Ababa vers le nord, et je suis aussi revenu par une autre route. J'ai constaté qu'au nord d'Addis Ababa, les récoltes ne marcheront pas cette année. Ce sera une catastrophe. Je suis venu au nord, dans la région de Tigré, et j'avais l'espoir, bien sûr, mais c'était confirmé, que la récolte cette année sera normale, ou même assez bonne dans les Highlands du nord. Pour une partie peut-être à cause d'une meilleure pluviométrie, mais aussi pour une partie parce que les gens ont si beaucoup investi dans la restauration des terres dégradées. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Chris. C'est un très bel exemple. Je crois même qu'on a chiffré ces 90 000 tonnes de sol et de pierre
que les paysans ont transporté à la main pour reverdir leur pays. C'est quand même assez remarquable ce qui a été fait et ça redonne de l'espoir. Alors, maintenant je vais passer la parole à, s'il veut bien, à Konrad Schreber, parce que là on a parlé des questions de sol, d'agriculture durable et d'eau dans le sud, et vous êtes à l'Institut d'agriculture durable qui est à Paris, et vous posez les mêmes questions, mais évidemment pour d'autres types de systèmes, qui sont les systèmes d'agriculture que l'on a dans nos pays développés, et où on en est dans la réflexion actuellement, donc l'Institut d'agriculture durable sur ce sujet. Bien, à l'Institut de l'agriculture durable, je m'occupe principalement du développement avec les agriculteurs et puis la mesure des résultats. Alors, dans le débat qui nous anime, ce qui paraît évident aujourd'hui, après quasi aussi 20 ans d'expérimentation, d'expérience réussie, ratée chez les agriculteurs, c'est que les technologies qui se préparent, ce sont des technologies qui toutes vont végétaliser le sol. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'issue dans une agriculture qui produit des services écosystémiques, de l'eau propre, du stockage de carbone et de la production agricole sans couverture des sols par du végétal. C'est-à-dire que les technologies qui se préparent, ce sont des technologies autour du végétal. 100% des sols toute l'année doivent être végétalisés. Et donc ce que l'on développe actuellement, ce sont des systèmes avec végétalisation horizontale, les cultures, les intercultures, des doubles cultures, des cultures associées, et des arbres, de l'agroforesterie, alors pas forcément en rang, tout est ouvert. J'ai contribué à ouvrir le débat là-dessus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de schéma directeur. Il faut réintégrer les arbres à la manière des agriculteurs. C'est-à-dire là où un agriculteur pense que c'est utile, l'arbre doit pousser. Et là où il est inutile, de toute façon, il va le raser. Donc, à un moment donné, ces débats ils sont en place. Alors, les résultats sont au-delà de toute espérance. Ça va doubler les rendements. J'ai des agriculteurs qui doublent les rendements. Donc, le premier cas d'école, on peut l'analyser d'un bout à l'autre. C'est autonome, c'est-à-dire on gagne énormément en productivité, autonomie sur la ferme. C'est-à-dire aujourd'hui, en élevage, par exemple, on n'a plus besoin d'acheter de soja, avec des très hauts niveaux de production par animaux. Donc l'agriculteur a le choix de la performance. Ça aussi, c'est complètement nouveau. Avant, on pensait qu'on pourrait produire très peu, c'est-à-dire le paradigme d'avant 2000, c'était on fera mieux en faisant moins. Et en fait, c'est complètement faux. On fera mieux en faisant plus. Et en fait, ce que l'on introduit dans les systèmes agricoles, c'est la loi du rendement maximum du végétal. Et en fait, quand on termine ce débat-là, on se rend compte qu'au final, la moitié de la production végétale d'une ferme doit retourner pour nourrir le cycle du carbone au niveau des systèmes de culture. Et pour ça, il faut produire le maximum de carbone renouvelable possible. Et quand on analyse ces systèmes, j'ai des résultats colossaux. C'est entre 1 et 2 tonnes de carbone stocké à l'hectare à l'année. C'est complètement surprenant, alors qu'on nous dit que ça ne marche pas. Non, non, ça marche très bien. Ensuite, autre débat, on doublera la production alimentaire, plus le stockage du carbone. Donc ça va faire une production de carbone renouvelable pour la société phénoménale. Et quand on fait une projection sur une agriculture française qui prendrait ces technologies, elle est capable de produire la totalité du gaz naturel importé par notre pays aujourd'hui. Mais ça suppose une volonté politique, du financement, une autre façon de voir le progrès. Et en fait, on se rend compte qu'actuellement, tous nos instituts, toutes nos institutions, tous nos systèmes de développement sont un petit peu sclérosés dans une vision très passéiste, où le travail du sol qui a provoqué la désertification de toutes les zones que vous avez vues est encore le modèle dominant. Et ça, c'est une vraie catastrophe. Donc on travaille avec les groupes d'agriculteurs, en agriculteurs pour agriculteurs. C'est le premier pas, le savoir-faire pour développer les pratiques. Voilà, merci beaucoup. Ce que je retiens, c'est que l'enjeu, c'est pas de produire plus avec plus d'énergie importée ou de chimie, c'est de produire plus en amplifiant les mécanismes naturels qui permettent de valoriser la photosynthèse, donc d'utiliser plus le fait de vertical, vous utilisez le soleil d'une façon plus efficace
Tout ça fait plus de production, donc plus de matière organique dans le sol, donc plus de fertilité et plus de stockage de carbone en même temps. Tout à fait. À titre d'exemple, on s'était posé la question de l'eau, de l'azote, par exemple, puisque l'azote est un facteur limitant dans la production agricole et un facteur important. En fait, le vrai paradoxe qu'il faut regarder, c'est la forêt. Pourquoi la forêt pousse-t-elle toute seule? Là où il y a de la végétation, il y a de l'eau, pas de végétation, pas d'eau. Et pourquoi ça pousse tout seul? En fait, ça pousse tout seul dès lors que vous êtes capable d'alimenter le cycle du carbone renouvelable avec à peu près une nutrition carbonée de 20 à 25 tonnes de paille par hectare et par an, ou équivalent paille. D'accord? Donc ça représente des quantités colossales de matière organique. Et la question qu'on s'était posée, donc quand je fais ça avec de la paille apportée, ça pousse tout seul. Je n'ai pas besoin d'intrants, je n'ai pas besoin d'azote, je n'ai pas besoin d'irriguer. Je plante et je récolte, en fait. D'accord? Et quand on a commencé à analyser ces spots de culture innovants qui, quelque part, sont capables de produire énormément de végétal sur les sols, on s'est rendu compte que je tiens actuellement un module, une séquence de culture qui produit 25 tonnes de paille à l'hectare à l'année, qui retourne au sol, et que j'ai en plus à peu près 25 tonnes de paille ou de matière sèche de grains équivalents qui sont exportables. Donc c'est des systèmes, l'agriculture va faire beaucoup mieux que la forêt, hein, à force. Si on lui met les arbres en plus, mais on pourra produire quasi 50 à 60 tonnes de matière sèche équivalent paille à l'hectare. Alors l'autre point à signaler, c'est qu'en France aujourd'hui, dans toutes les régions, on a des groupes pionniers. C'est une affaire de pionniers, hein, bien comprendre l'enjeu. Et c'est qu'on a des agriculteurs innovants qui ont compris. Il y a aussi des agronomes qui ont compris ça depuis longtemps. Il y a des agriculteurs qui innovent, qui font ça. Et ils le font souvent en groupe. Et l'enjeu, voilà, c'est aussi réussir la montée d'échelle, le scaling up, de faire en sorte que ces groupes pionniers deviennent des territoires entiers. Et c'est tout l'enjeu du projet agroécologique. Et notamment, la loi a créé des groupements d'intérêt économique et écologique qui ont ce but d'encourager ces innovations à l'échelle des groupes. Mais également, ce qui est très important, c'est que toute la formation, la recherche est en train d'être transformée pour passer d'une vision, on opposait un peu l'écologie et l'agronomie, à cette nouvelle vision où on relie l'écologie à l'agronomie. Merci beaucoup, Conrad. Et maintenant, je vais passer la parole à Jacques, s'il veut bien. Jacques Planté. Alors, Jacques Planté, il représente ici l'Association française de l'eau, l'irrigation et le drainage. Il représente aussi la CID, la Commission internationale de l'irrigation et le drainage. Alors, l'eau, on a parlé beaucoup de l'eau verte, hein, l'eau et des sols, mais l'eau, c'est aussi l'eau d'irrigation, l'eau qui coule. Elle est très importante aussi pour la sécurité alimentaire et pour le changement climatique. Quelle est ta position, Jacques, sur le sujet? Comment relever le défi alimentaire et climatique autour de la question de l'eau? Bien, effectivement, simplement un chiffre. Les surfaces qui sont équipées à l'irrigation de drainage, c'est à peu près 18% des surfaces cultivées. Et elles produisent 40% de la production céréalière mondiale. Ce qui veut dire qu'en global moyen, ça prend 3 fois moins de place de produire la même chose. Le rendement à l'hectare est à peu près triple en rendement moyen. Ça ne veut pas dire que la solution est partout, mais que l'irrigation est la panacée, mais ça veut dire qu'effectivement, elle est un peu incontournable dans le contexte de tension foncière que nous connaissons un peu partout. Et il est certain que l'extension des terres ne peut plus se faire qu'au détriment de la forêt, et c'est une catastrophe, là, pour le carbone. Et donc, effectivement, mais ça ne date pas d'hier, que le rôle de la gestion de l'eau des champs est un élément essentiel. Ça date de... Enfin, on se rappelle que les Nations Unies, après la guerre, ont proclamé le droit universel à l'alimentation, avec 900 millions de personnes qui souffraient de la faim. On a toujours le même nombre, mais quand même, le pourcentage a diminué. Donc, à l'époque, il y a eu la création de la FAO pour développer les plans d'action pour lutter contre la faim. Il y a eu aussi, justement, l'institution
d'un point de rencontre mondial autour de la connaissance, de la diffusion et de la promotion de la gestion de l'eau pour de l'eau des champs, en clair. C'est la Commission internationale d'irrigation drainage et la FEID, l'association française, et le comité national français de cette instance mondiale. Alors, d'ailleurs, justement, si je représente la FEID aujourd'hui et non son président, ou la CID, c'est qu'il y a justement cette semaine une conférence régionale euro-méditerranéenne qui est organisée par la FEID à Montpellier, de la CID, et qui va être suivie de la commission exécutive annuelle de la CID. Avec le thème de la conférence régionale, c'était « Innover pour améliorer les performances d'irrigation », avec des sous-sujets sur l'irrigation localisée, l'irrigation de précision, la réutilisation des eaux usées, la meilleure gestion, la gouvernance. Et puis dans la commission exécutive de la CID, il y a notamment le groupe de travail sur l'adaptation au changement climatique, enfin le lien entre changement climatique et irrigation et drainage et gestion de l'eau, qui travaille d'ailleurs en relation étroite avec l'Organisation météorologique mondiale. Alors, plus particulièrement, effectivement, le rôle de l'irrigation future, enfin, la perspective irrigation et drainage, on voit qu'il y a des besoins croissants, des ressources menacées. Bien sûr, il y a toute une diversité de situations et il faut absolument territorialiser la recherche des solutions. Mais de façon claire aussi, dans le changement climatique, il n'y a pas que les tendances moyennes. Il y a surtout, et c'est un facteur énorme à prendre en compte, toute l'incertitude, toute l'irrégularité. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien de pire pour un agriculteur que de se voir frappé par une calamité dont on va dire elle est exceptionnelle. Bon, on voit bien que les exceptions, elles sont de plus en plus fréquentes. Et c'est ce à quoi il faut s'attendre. Et dans ce contexte-là, il faut des outils de régulation. Réguler la ressource en eau, mieux la gérer, ça veut dire du stockage, ça veut dire une autre façon de gérer les stocks disponibles déjà, et ça veut dire aussi l'irrigation, c'est la garantie de rendement stable. C'est certain que lorsqu'il y a eu des grandes crises céréalières, les secteurs non irrigués avaient des rendements qui tombaient de moitié, voire pire, là où les systèmes irrigués restaient stables. Alors, régulation, ça ne veut pas dire non plus obligatoirement régulation au sens restrictif. Et je voudrais citer quand même un des exemples qui a été présenté hier à la conférence régionale. C'est un exemple français, dans un petit canal ancestral du Languedoc, dans lequel il desservait quelques terres, quelques jardins au fil de l'eau. La dérivation était considérable par rapport à la surface dominée. Et puis les viticulteurs tout autour ont vu qu'avec le changement climatique qui se manifeste très clairement par la mortalité des plantiers, par des conditions qui leur font craindre de disparaître carrément, et le jour où on ne sera plus capable en Languedoc de cultiver de la vigne, ça veut dire qu'on retournera uniquement à la garrigue et au feu de forêt. Donc ils ont décidé de mieux gérer la chose. Mieux gérer la chose, ça veut dire maîtriser l'eau, ça veut dire qu'ils ont multiplié par 7 la surface, la petite surface dominée, ils ont pompé l'eau, ils l'ont envoyée sur les... Et ils divisent par 10
la dérivation. Ce qui veut dire une efficience multipliée par 70. Donc, les mots d'ordre, on va réduire les surfaces, ça n'a pas de sens. Le problème, c'est qu'il faut mieux gérer et il faut investir. Parce que ça n'est pas une exclusive, ça n'est pas. On commence par faire le plus facile, par mieux gérer, et puis ensuite, éventuellement, quand on sera le nez dans le mur, on commencera à penser à investir. Là, on tombera sur des incapacités, notamment financières et économiques. Il faut faire les deux ensemble. Voilà, donc ça veut dire quoi? C'est qu'au niveau de la CID, notamment toute la vision asiatique, pour eux, il n'y a pas de question. Il n'y a pas d'état d'âme comme on peut en avoir parfois chez nous. Il faut absolument maintenir le potentiel productif existant, l'améliorer, améliorer son efficience, et il y a des marges de progrès considérables. Et puis, ne pas hésiter à investir pour étendre partout où c'est économiquement possible. Et justement, bien entendu, ça peut se faire sans nuire notamment à l'environnement, contrairement à des idées reçues qui sont complaisamment entretenues et qui sont tout aussi fausses qu'entretenues. Voilà. Dernier point, c'est vrai qu'en Europe, notre potentiel est sous-exploité, tu l'as souligné, et au Sud, il y a besoin de solidarité. Merci Jacques. On va revenir au Sud d'ailleurs avec Naomi, si elle veut bien. Parce que Naomi est chef de projet à l'Agence française de développement, donc c'est l'agence française qui finance, qui aide les pays en développement à se développer. Elle est dans la division chargée de l'agriculture, la biodiversité et le développement rural. Et en Afrique, de l'eau, il y en a encore très peu en irrigation. Je crois que c'est 5% en Afrique subsaharienne, alors qu'il y a de l'eau. C'est-à-dire que Et la question qui est posée, c'est comment, après 50 années d'indépendance, qu'est-ce qu'on peut dire pour... et on a vu la situation très difficile de l'Afrique, Chris Reg a rappelé au début. C'est qu'il y a des besoins énormes qui sont mal satisfaits, on déforeste au lieu d'intensifier. Comment on peut faire pour réussir une intensification durable à grande échelle en Afrique? Quelle est votre position à l'Agence française de développement et sur la question de l'eau et sur la question des politiques agricoles? Parce que derrière, c'est quand même une question de politique agricole. Merci. Oui, en effet, si on considère que le défi, c'est de nourrir une population croissante qui croît très rapidement, tout en fournissant des emplois et des revenus en milieu rural, dans un contexte de pression accrue sur les ressources en sol et en eau, il nous semble que l'irrigation fait partie des solutions à promouvoir. Alors les situations en termes de surfaces déjà équipées et de potentiel pour le développement de surfaces futures sont très contrastées dans le monde. Guillaume l'a rappelé au début, en Méditerranée, sur la rive sud de la Méditerranée, grâce à des politiques très volontaristes d'aménagement, la quasi-totalité du potentiel est aujourd'hui équipée. Ce n'est pas du tout le cas en Afrique subsaharienne, par exemple, où là, on a plutôt de l'eau qui est disponible, mais on fait face à des enjeux d'investissement et d'organisation pour la mobilisation et la valorisation durable de l'eau de surface pour l'agriculture. Donc déjà, pour nous, l'intérêt de développer l'irrigation, elle doit s'apprécier au cas par cas, en fonction de l'impact sur l'état de la ressource, des autres usages de l'eau, des alternatives techniques possibles également, et puis l'ensemble des impacts environnementaux et sociaux. Ce qu'il faut voir, c'est que dans la plupart des cas, le développement de l'irrigation renvoie à des investissements qui sont assez lourds, assez importants, qui vont aussi générer des charges de fonctionnement et de maintenance importantes. Donc son développement dans une perspective durable, ça nécessite forcément déjà de s'entendre sur un partage de ses coûts pour l'investissement et pour la maintenance. Et ça renvoie à des questions d'organisation et de gouvernance pour pouvoir prendre en charge ces coûts récurrents. Du coup, nous, au niveau de l'AFD, on va appuyer le développement des aménagements agricoles en prenant en compte les dimensions suivantes. Donc, un dimensionnement des infrastructures qui soit cohérent
avec l'état de la ressource. On va privilégier les options techniques les plus économiques, les plus économes en eau et puis les moins dépendantes de l'énergie. On va essayer de mettre en place des systèmes de cofinancement de l'investissement, mais également de la maintenance entre l'État, éventuellement des privés et puis les associations d'usagers de l'eau. Et puis ce qui est important aussi, c'est de prévoir un accompagnement des agriculteurs dans la gestion de leur exploitation et dans la valorisation économique de l'eau. Puisque ces investissements importants, ils vont être justifiés que si on arrive de façon effective à intensifier l'agriculture et à valoriser le mètre cube d'eau qu'on va avoir mobilisé. Et ça renvoie, comme Guillaume l'a dit, à des politiques publiques agricoles et sectorielles. C'est-à-dire qu'il faut en parallèle pouvoir s'adosser à des filières structurées, que ce soit au niveau de l'amont, au niveau de l'approvisionnement en intrants, comme au niveau de l'aval, de la commercialisation. Il faut pouvoir s'appuyer sur des services aux agriculteurs, donc du crédit, du conseil de gestion, tout un tas de politiques qui se construisent dans la durée. Donc pour nous, l'irrigation, elle peut constituer une solution durable, en tout cas apporter des solutions durables à la résolution de l'équation sécurité alimentaire, changement climatique, mais loin d'être une question d'infrastructure, même si évidemment il faut des infrastructures, ça renvoie surtout à des politiques publiques à construire dans la durée, qui permettent de sécuriser en amont les conditions pour en faire un investissement durable. Donc c'est des questions de gestion du foncier, encore une fois, de gestion de l'eau, de partage de l'eau, de gestion des aménagements et donc de maintenance, et puis derrière de structuration de filières. Oui, merci Naomi. On a l'impression, moi j'ai vécu 4 ans au Maroc, j'ai aidé le Maroc à un peu repenser sa stratégie agricole, et on voit quand même qu'il y a énormément de travail à faire. Hein, c'est des politiques qui sont à construire. L'agriculture a été un peu... il y a eu des infrastructures en Méditerranée, il y a eu des infrastructures, mais l'organisation du monde agricole, la capacité à bien gérer, à s'organiser, à pouvoir accéder au marché, à transformer les produits, c'est un énorme défi. Hein. Et il y a vraiment une urgence à faire plus si on veut réussir ce qu'on a dit avant, et donc régler les problèmes climatiques. Alors le dernier intervenant, c'est Olivier Barreteau. C'est l'œil du chercheur, hein. Il est directeur de l'unité de recherche mixte gestion de l'eau à Montpellier. C'est une équipe qui réunit plusieurs instituts français, dont le CIRAD, l'IRD, je crois, et l'IRSTEA. Hein. Toi, tu es de l'IRSTEA. Et qu'est-ce qu'on a oublié de dire qui serait important, à ton avis, pour la réussite d'une mise à échelle? C'est quoi les grands obstacles auxquels il faut s'attaquer aujourd'hui si on veut réussir une agriculture durable qui répond aux défis climatiques et alimentaires, notamment en Afrique, mais plus globalement? Oui, donc merci pour donner la parole. Donc je suis de IRSTEA et je dirige l'UMRGO. Donc c'est 75 personnes qui travaillent donc pour IRSTEA, CIRAD, IRD, mais aussi AgroParisTech et Montpellier Supagro sur les enjeux de gestion de l'eau au nord et au sud. Du coup, par rapport aux intervenants précédents, on porte vraiment les enjeux des deux côtés de la Méditerranée. Et également, on porte des enjeux qui vont des aspects techniques de la gestion de l'eau, de l'irrigation. J'ai plusieurs collègues qui auraient pu venir aujourd'hui, mais qui sont mobilisés également par le congrès de la CID à Montpellier. Et également des collègues en sciences sociales, en économie et en sociologie pour comprendre les enjeux d'usage de l'eau. Donc on a déjà dit, l'eau est un facteur de production essentiel, hein, et donc un enjeu essentiel pour la sécurité alimentaire. Et avec le changement climatique, ce qui est attendu, c'est des changements en redisponibilité, mais aussi en variabilité. Du coup, pour nous, ça pose des questions de recherche sur de différents points de vue. Un premier, c'est sur l'offre, donc quelles sont les ressources disponibles et quelles nouvelles offres. Ensuite, je reviendrai sur les questions de sécurisation, puis d'usage. Et enfin, les questions plus liées à ce que vient d'aborder Madame Noël, les questions de gouvernance. Et je finirai par là. Comment est-ce que, dans ce cadre-là d'incertitude croissante du changement climatique, la recherche a tout intérêt à travailler de plus en plus avec les usagers de l'eau et les gestionnaires. Donc, au niveau ressources, donc il y a
en quantité de différentes zones. On a vu sur les cartes tout à l'heure des endroits où la tension sur l'eau va devenir grande, d'où l'intérêt à essayer de trouver des ressources alternatives. Alors, je vais prendre un exemple sur lequel on travaille actuellement, qui a déjà été mentionné, c'était une session spéciale hier à la CID, c'est la réutilisation des eaux usées. C'est-à-dire prendre de l'eau derrière une station d'épuration, après un traitement moins poussé que celui qu'on fait usuellement, mais il peut quand même y avoir un traitement, et l'utiliser directement pour irriguer. Donc, tout à l'heure, dans l'exposé introductif, vous disiez que les solutions ne pouvaient être que adaptées aux enjeux locaux. Donc là, évidemment, c'est aussi une solution qui ne peut pas être la panacée partout, mais qui va être très utile, notamment en zone périurbaine, où il y a une forte production d'eau usée, et en zone côtière, où l'eau qui sort des stations d'épuration ne sert pas en soutien d'étiage dans les rivières. Et donc à Montpellier, on est tout à fait dans cette situation-là. Et du coup, on a des tests avec la SOR, avec la communauté d'agglomération, la métropole de Montpellier, pour tester des équipements sur les eaux usées, parce que bien sûr, quand on utilise des eaux chargées, comme sont les eaux usées, les appareils, les équipements ne résistent pas aussi bien que quand on utilise de l'eau propre. Également, un problème sur lequel on essaie de pousser là plutôt, mais c'est plus au ministère d'agir de ce côté-là, c'est les questions de normes sur quelles eaux on peut utiliser, et donc nécessité de changer les normes qui permettraient aux agriculteurs d'utiliser des eaux usées pour pouvoir les inciter ensuite à développer ces techniques. Ensuite, on a parlé tout à l'heure de variabilité des apports d'eau. Donc, le changement climatique, on attend une plus grande variabilité, du coup nécessité de sécurisation des apports de la ressource, sécurisation interannuelle. Donc, cette sécurisation, elle peut être vue soit par des infrastructures en dur, typiquement des stockages, mais elle peut aussi être vue par une mutualisation en fait des pertes et des gains entre les usagers, puisque la variabilité elle est attendue de manière intertemporelle, mais aussi dans l'espace. D'où le développement d'outils type assurance, type mutuelle, qui sont une autre alternative à ce changement climatique. Et pour toutes ces infrastructures, qu'elles soient en dur ou économique ou financière, et ça implique un développement d'une meilleure gouvernance collective, et ça implique aussi de se poser la question de à quelle échelle elles sont mises en place, quel est le territoire concerné par cette infrastructure. Donc je reviendrai tout à l'heure sur les enjeux de gouvernance. J'ai passé sur les enjeux d'usage et les relations entre l'usage de l'eau pour l'agriculture et les autres usages. Tout à l'heure, dans l'exposé introductif, vous avez mentionné l'importance de l'eau et du sol pour la sécurité alimentaire. Là, je vais employer un autre mot qu'on utilise pour parler du sol, qui est celui de foncier. Ce qu'on constate dans nos travaux, c'est que la dimension foncière est probablement le principal driver des besoins en eau. Quand on change la vocation d'une terre agricole à une terre non agricole, sa consommation en eau est fortement changée. Mais quand ça vient un peu en opposé à ce qu'on disait tout à l'heure sur le carbone. Mais également quand on change dans le cas du changement climatique, on commence à parler, près de Montpellier notamment, de retrait stratégique, donc du coup de déplacer les populations en zone côtière donc de déplacer les villes plus en arrière de la côte. Quels sont les espaces qui sont visés pour pouvoir construire la place? Ce sont à chaque fois les zones agricoles qui sont celles qui ont le moins de porte-parole puissants aujourd'hui. Et qui sont malheureusement qui sont productives. Et du coup, ça veut dire une réduction des espaces disponibles pour l'agriculture, et pour que les agriculteurs continuent à pouvoir en vivre, eh bien, ça veut dire une intensification de l'agriculture sur ces espaces-là, et donc pour pouvoir intensifier une augmentation de la consommation d'eau.
Donc c'est dans le sens que les enjeux fonciers sont très importants à prendre en compte. On ne peut pas parler de gestion de l'eau sans l'associer à la gestion du foncier et à la gestion du territoire. Un autre point important par rapport à ce qui était présenté tout à l'heure dans les différentes techniques que vous présentiez tout à l'heure, type ZAI ou autre, et qui a également un enjeu lié au foncier, on ne peut pas s'attendre à ce que des agriculteurs investissent, que ce soit sur ce type de technique légère ou sur des équipements en irrigation qui impliquent des investissements sur du long terme, s'ils n'ont pas une sécurisation de l'accès au foncier. Donc cet enjeu foncier est capital, et c'est pour ça que dans notre unité, on associe à la fois également des gens en sciences politiques ou en sciences de gestion pour pouvoir faire le lien avec les travaux en agronomie et en hydraulique. Donc, un point important qui est ressorti de nos travaux liés au changement climatique et à l'agriculture, donc c'est cette variabilité. Ce dont on se rend compte actuellement quand on enquête, quand on discute avec les agriculteurs ou les présidents d'associations d'irrigants, c'est que pour eux, la variabilité climatique, c'est quelque chose qu'ils connaissent. C'est l'essentiel de leur travail. Ils nous disent, nous, on a toujours su s'adapter au changement climatique parce que le climat a toujours été variable. Et donc, pour travailler sur le changement climatique, ça ne nous intéresse pas. Les agriculteurs se sentent beaucoup plus concernés par les autres changements. Typiquement en France, avec les changements liés à la politique agricole commune, qui vont être perçus comme beaucoup plus perturbateurs pour les agriculteurs que les changements climatiques, parce qu'ils ne savent pas les anticiper, alors qu'ils ont l'impression de savoir anticiper les changements climatiques. Mais ce qui n'est pas bien vu, c'est que par les interlocuteurs, c'est que les changements sont attendus, sont d'une intensité sans commune mesure avec la variabilité qui était présente antérieurement. Du coup, il y a quand même un risque. Jusqu'où est-ce qu'ils vont pouvoir aller dans leur capacité d'adaptation? Et ce qui est important de voir aussi, c'est que le changement climatique, en fait, il vient en amplification des autres changements. Typiquement, on travaille par exemple au Sénégal. Il y a un changement dans les apports d'eau, mais dans les régimes de pluie, mais ce changement est amplifié par le changement d'occupation du sol, qui fait que le ruissellement est accéléré, et donc il y a une concentration de la période de disponibilité de l'eau par rapport à ce qu'il y avait auparavant. Donc c'est cet effet cumulé du changement climatique par rapport aux autres changements sur lesquels il faut travailler, et ce qui va aussi donc, du coup dans le sens de retravailler vers une gouvernance plus large que celle qu'une gestion de l'eau toute simple. Et donc tout un programme porté par le ministère de l'écologie, IRSTEA et le CNRS sur les relations entre eau et territoire. Donc ce travail sur la gestion de l'eau et la gestion des territoires couplés est capital. Et ça va dans le sens d'une planification, d'émergence de projets de territoire dans lesquels vont se poser les questions liées à la gestion de l'eau parmi d'autres. Et dans le cadre du changement climatique, cette planification doit être adaptative, c'est-à-dire s'adapter aux changements qui viennent, qu'on ne connaît pas parce qu'on est en train de vivre des situations qui n'étaient pas connues auparavant. Donc, planification adaptative, ça a un peu l'air d'un oxymore quand on le prononce comme ça, puisque par essence, quand on planifie, on est capable de prévoir le futur, et quand on s'adapte, on fait avec ce qui vient. Donc ça veut dire, pour pouvoir le mettre en place, des capacités d'observation et de suivi de l'état de l'environnement qui doivent être développées. Et quand on regarde ce qui se passe au sud, là je me tourne vers ma voisine, là, un des besoins d'investissement, à mon avis aujourd'hui, c'est dans ces capacités d'observation. Par exemple, en Guinée-Conakry, donc qui est un château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, les capacités actuelles de suivi et de monitoring sont revenues au niveau de 1955 en termes de stations efficaces. D'où un besoin de remettre un véritable chantier à remettre en place, mais aussi une fenêtre d'opportunité, puisque comme il y a ce chantier à remettre en place, c'est aussi le moment de se poser la question de quel est le bon réseau de mesures à remettre en place. Enfin, j'avais dit que je finirais par les liens entre la recherche et les acteurs. Donc ces liens sont capitaux parce que dans cette période de changement, les solutions ne peuvent être que fortement contextualisées, d'où le besoin d'associer les acteurs
à la recherche de solutions. Donc, on a développé des outils participatifs, des outils de type jeu, pour pouvoir mettre en place une gouvernance collaborative, pour pouvoir réfléchir sur ces modes de planification adaptative, afin de pouvoir explorer des futurs possibles. Donc arriver à donner les moyens aux acteurs d'explorer des futurs possibles, de partager leurs représentations et d'essayer de comprendre quelles en sont les conséquences. Donc, donc pour pouvoir mettre ça en place, donc ça va depuis la formulation des questions jusqu'à la mise en place de plans. Il y a une thèse qui se soutient demain matin à AgroParisTech pour ceux qui sont intéressés à 10h30, qui va détailler comment ce type de planification adaptative s'est mis en place par l'intermédiaire de démarches participatives en Ouganda et en Éthiopie. Et donc vous y êtes tous bienvenus. Et ce qui ressort donc, qui est important, c'est la prise en compte de ces éléments contingents et de pouvoir associer ce que chacun apporte, sa connaissance et sa perception de la variabilité locale. Dans ces dispositifs, l'important c'est également d'avoir des métiers spécifiques, donc d'arriver à faire émerger des gens pour faciliter ces processus, arriver à faire émerger les représentations de chacun et à pouvoir les mettre en communication, et à bien instaurer dans ces dispositifs un espace de sécurité pour que chacun puisse vraiment proposer ses visions du monde, puis ensuite réfléchir sur les conséquences, avec la possibilité de revenir en arrière. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. On a été un peu long, je m'excuse pour la salle, mais je pense que c'était intéressant et c'est des questions qui sont insuffisamment connues, et donc c'était important qu'on ait ces éclairages complémentaires des uns des autres. Et il nous reste le temps pour quelques questions et de débat avant qu'on conclue cette réunion. Qui veut intervenir Je demanderai à ceux qui veulent poser des questions ou intervenir de se présenter. Oui, Jean-Yves. Oui, bonjour, je suis Jean-Yves Gros-Claude, je suis au ministère de l'Agriculture, au Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux, donc comme Guillaume. Mais j'ai beaucoup travaillé à l'international. Ma question est la suivante. Je crois que vous appelez Conrad, mais je n'ai pas compris votre nom, excusez-moi. Bon, un des sujets forts, ce qui a très bien été expliqué par vous tous, c'est le changement d'échelle. L'agriculture de conservation, au fond, ou agroécologie, défendue par le ministère de l'Agriculture, est connue dans le monde depuis une bonne vingtaine d'années, si ce n'est plus longtemps. Les démonstrations de rentabilité de cette affaire, notamment en cas de climat ou de situation climatique difficile, sont également connues. Donc de variabilité climatique au sens de stabilisation des rendements et d'intérêt pour les exploitants. Vous avez exprimé, et j'ai été bien frappé par cela, l'idée qu'un certain nombre de projets sont développés avec une démonstration d'amélioration. Alors, j'ai pas compris si c'était les rendements ou les résultats d'exploitation de 40 ou 50%. Je me rappelle plus les pourcentages, mais c'était assez élevé. En général, c'est un cumul entre rendements plus élevés compte tenu d'un marché donné et baisse des coûts de production. Alors, ma première question, c'est, avec de tels résultats, pourquoi ça ne se diffuse pas ? Pourquoi ce n'est pas connu? Pourquoi... Attendez, je n'ai pas fini. Deuxièmement, quand vous faites cela, je suppose que vous étiez beaucoup en système d'exploitation classique à la française, c'est-à-dire en pluvial. En quoi ces pratiques sont diffusables ou multipliables en irrigation? Parce que quand vous allez dans les pays étrangers, notamment dans les pays où les conditions climatiques sont différentes, l'association des deux sera très importante. Et on a tendance à parler d'agriculture-conservation d'un côté, d'irrigation de l'autre, mais le lien des deux ne se fait très mal. Et j'aimerais bien avoir vos idées là-dessus. Alors, voilà, comment dire, pour que quelque chose se développe en agriculture, il faut que le paysan soit le premier impliqué. Il faut impliquer l'acteur. Ça, c'est une règle de base, c'est-à-dire vous pouvez arriver avec le meilleur projet du monde. Si le paysan n'arrive pas à faire, s'il ne s'implique pas, si vous ne faites pas avec lui, ça démarre très très mal. Donc, première phase, l'agriculteur. Donc, dans la masse des groupes, il n'y a que 1, 2, 3 pionniers capables, finalement, de vous écouter ou de travailler avec vous.
Donc voilà, c'est une collaboration. Il faut l'établir, c'est vraiment de l'agronomie au sens très basique du terme, et on ne démarre jamais avec un projet innovant. On démarre toujours sur la base de ce qu'ils savent faire. C'est une règle d'or. Pourquoi? Parce que petit à petit, ils comprennent qu'il y a des perspectives. Il suffit de bouger un tout petit peu les techniques. Et donc, une fois que le pionnier réussit, ça peut se diffuser dans un groupe. Donc, c'est systématiquement un système de, on va dire, de techniciens, d'agronomes, de porteurs de projets, d'agriculteurs pionniers, couplés avec des groupes. Et donc, quand vous commencez ça, ça vous prend déjà 5 ans. Il me faut 5 à 10 ans pour incuber un système innovant. Voyez? Donc maintenant ils sont prêts, j'en ai une dizaine en place, ils sont prêts, je peux faire des copier-coller. Sauf que quand vous commencez à doubler le rendement, par exemple, j'ai un cas d'école dans le Gers, là ça y est, le rendement est doublé, sauf que ça se heurte à la totalité du système agricole en place. L'eau, on irrigue, et bien avec le même quota d'eau, je peux doubler la surface irriguée, puisqu'on divise par 2 la quantité d'eau nécessaire aux besoins des cultures. Donc, on a vu la productivité du système exploser, et là où il avait 3 canons pour irriguer à l'époque, il n'en a plus que 1. Ça veut dire que l'efficience du travail a été améliorée. Donc, bon, on est un petit peu bluffé, donc ça c'est l'intelligence des pratiques et des techniques. Et donc, cette phase-là, maintenant, elle donne des résultats phénoménaux, puisque grâce à tout ça, on peut passer à 2 cultures par an. Donc là, je vois doubler le rendement, mais le rendement vendu comme le rendement restitué au champ en termes de carbone. Et donc, on réadapte ça en termes de pluvial, en culture sèche, en culture humide, en culture irriguée. Et en fait, on peut très facilement extrapoler. Une fois qu'on a le raisonnement agronomique, eh bien, le même outil de développement, c'est-à-dire travailler avec les paysans locaux, améliorer d'abord l'efficience de l'eau, puis le végétal, puis améliorer la productivité du végétal. Et une fois qu'on a compris ça, eh bien, ça y est, ça part. Et en fait, le débat qui se mène actuellement au sein des groupes, c'est nos outils de développement agricole ne sont pas en place pour le développement. C'est-à-dire qu'actuellement, on pourrait dire que les outils de développement agricole vivent de l'agriculture, mais ne lui permettent plus de se développer. Ce qu'on voit arriver sont des choses très très simples. Avec le travail de l'agroécologie du ministère, la couverture végétale des sols devient quasi obligatoire à travers la directive nitrate. Eh bien, le prix des semences a triplé. Comment voulez-vous faire du développement agricole dans ce genre de situation? Puisque finalement, l'agriculteur perd sa rentabilité et il doit investir de plus en plus pour quelque chose qui est aléatoire, puisqu'il ne sait pas forcément ce qui va lui arriver. Donc à l'intérieur des groupes, on travaille, mais pour faire le saut, eh bien, il faut que l'outil de développement se mette au travail réellement. Et en fait, aujourd'hui, on a des business plans et des marges et des systèmes de développement complètement obsolètes, complètement inadaptés à l'innovation. Et ça, je le vois à l'IAD, hein, c'est un sujet de travail à l'IAD, où on n'a pas forcément de réponse. Donc pour moi, c'est une véritable catastrophe. En fait, ce qu'on a vu, la coopération française actuellement, elle est en position dominante au niveau des agriculteurs. L'outil a été construit, il est performant, mais en fait, ça s'est constitué vraiment comme une multinationale type Centre Leclerc. D'un côté, des centrales d'achat qui rincent tous les fournisseurs, et de l'autre côté, des coopératives, des magasins de vente qui rincent tous les paysans. Conclusion, eh bien, vous appauvrissez le système et vous êtes incapable de développer des innovations, puisque finalement, l'argent ne va pas là où il doit aller. Et donc, on est face à une impasse. Alors, on le voit dans tous les systèmes agricoles, et qui entraîne en fait un repli de la production qui est phénoménal. Donc, aujourd'hui, le gros problème qu'on a dans l'innovation, il est très simple. Quand vous arrivez à mettre sur pied des systèmes productifs et rentables avec les agriculteurs, parce que la rentabilité, elle suit, eh bien, ça se traduit par une prise d'autonomie de l'agriculteur qui va finalement à l'encontre du vieux business plan du système de développement. Conclusion, eh bien, toute la machine bloque, puisque il se demande, ben, il y a moins d'intrants à acheter. Ben oui, mais je vais vendre moins d'intrants, donc moins de semences, donc moins de chimie, moins de ceci, moins de cela. Je sais construire des systèmes autonomes en fertilisation, c'est-à-dire
Plus je mange du carbone, plus le système produit de l'azote et ça pousse tout seul. Mais ça n'intéresse personne en fait. Parce qu'il n'y a plus rien à vendre. Et en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il faut sortir des marges intrants obsolètes et qu'il faut rentrer dans la valorisation des productions réellement. La chimie verte, la bioénergie, les biomatériaux, etc. Mais la valorisation des produits ne se fait pas parce qu'on pense qu'on n'est pas capable de les produire. Or, c'est complètement faux. Partout où on passe, on le fait. Dans le tiers-monde, on peut le faire. Ça se fait partout. L'AFD a une grosse expérience, le CIRAD aussi, et on peut y aller. Alors, cerise sur le gâteau, c'est l'eau. Plus le sol est biologiquement en bon état et plus il recycle du carbone, moins vous avez besoin d'eau pour produire. Alors on a fait ça dans un pot de fleurs, 0 apport d'eau, production sans arrêt, en pleine sécheresse, il n'y a pas besoin d'eau. En fait, l'eau devient biologique et avec les symbioses, vous produisez. Alors c'est comme vous êtes médusé quand vous faites ça. Et donc l'eau d'irrigation, elle sert à quoi? Elle sert à sortir de la trappe de pauvreté, elle sert à sortir de la trappe du carbone, elle sert à alimenter le premier cycle de production du végétal qui doit se faire avec de l'intrant. Parce que quand il n'y a plus rien, il faut quand même aider un peu au départ. Et en fait, le travail sur l'eau d'irrigation, c'est exactement comme on le dit, c'est-à-dire plus j'aurai des infrastructures à irriguer, plus j'augmenterai le rendement, à condition que le sol soit végétalisé. Merci beaucoup. D'autres questions? Et vous voyez l'importance de travailler ensemble l'eau, le sol, et l'eau bleue et l'eau verte. C'est en fait ce paysage. C'est le paysage qu'il faut réussir. Enfin, nous, on dirait le territoire en France, que le paysage, c'est plus que le paysage, c'est les communautés rurales, c'est le terroir, c'est le territoire. Le vrai sujet, c'est comment on arrive à des territoires climato-intelligents. Et ce sera le sujet d'ailleurs du Sésame 4, le séminaire méditerranéen numéro 4, qu'on organisera au Maroc l'année prochaine. Monsieur. Bonjour tout le monde, merci. Bouzidi, professeur à l'université au Maroc. Donc, concernant vos apports, on a vu qu'il y a eu une transformation de sol minéral en sol organique. Et certainement, vous avez parlé au début qu'il y a les principales ressources, c'est l'eau, le sol et les ressources humaines. Mais il y a aussi une ressource importante, c'est l'énergie, qui est très importante. Et lorsqu'on veut transformer un sol organique, un minéral en un sol organique, il faudrait qu'il y ait les principales, toutes ces composantes dans le milieu. Et on sait qu'on ne peut pas, rien ne se crée. La loi de Lavoisier, il faut qu'il y ait, lorsqu'on veut transformer de la matière organique en matière minérale en matière organique, il faut qu'il y ait des apports. Donc s'il n'y a pas ces composantes, on ne peut pas transformer le sol. Dans des régions où il n'y a pas d'eau, on ne peut pas transformer un sol minéral en sol organique s'il n'y a pas tous les apports. C'est sûr qu'il va y avoir de l'azote qui est fixé par les plantes, il va y avoir toutes les matières minérales nécessaires, il y a de l'énergie, mais sans eau, on ne peut rien faire. Merci. Oui. L'énergie, c'est d'abord le soleil. On est entouré de soleil et c'est la photosynthèse. Puisque vous êtes du Maroc, je peux dire un mot sur le Maroc parce que c'était abordé dans le Sésame cette année. Et un des grands problèmes de l'agriculture de conservation, elle s'est beaucoup développée en Amérique latine, aux États-Unis, en Amérique du Nord, en Europe. Et au Maroc, il y a des résultats extraordinaires à Stat. Il y a 10 000 hectares et avec des rendements qui, au lieu d'être zéro dans les années sèches, on a quand même 10-15 quintaux. Et avec des bilans en eau et en énergie remarquables. Le problème, c'est que on reste bloqué à 10 000 hectares parce qu'il y a beaucoup de contraintes, et notamment, il y a les droits de veine pâture. Et on ne peut pas garder les résidus de culture sur les champs. Et aussi, ce que nous ont dit les experts marocains, c'est qu'il y a un énorme problème, c'est le marché des légumineuses. Si on veut faire de l'agroécologie, il faut mettre des légumineuses. Ça stocke, ça prend l'azote, ça crée du carbone dans le sol. Mais au Maroc, le prix des légumineuses est très bas et ça a bloqué le développement des légumineuses. Les marchés ne sont pas bien structurés et donc toute l'agroécologie et l'agriculture de conservation est bloquée à cause de ce type de problème. C'est intéressant de le souligner. Il faut regarder les problèmes dans toutes leurs dimensions en réalité.
D'autres questions? On va terminer. On va faire la conclusion. Oui, madame. Bonjour, Diana Alfonso de la revue TSM. Je voulais vous demander, il y a plusieurs intervenants qui ont parlé du fait que la technique précède les politiques, donc le fait qu'il y ait besoin de diffuser ces alternatives, ces agriculteurs pionniers, etc. Et qu'on vient de faire la démonstration aussi des messieurs de l'IAD. Je ne sais pas quel est votre nom. Oui, oui, Conrad Schreiber. Ok, merci, désolé. Et il n'est pas facile donc, pour ces agriculteurs de mener ces innovations, ces initiatives vertueuses. Donc, est-ce que vous avez des suggestions pour que peut-être les politiques précèdent les techniques, ou pour qu'au moins ce soit possible de faire un changement d'échelle? Et s'il y a des suggestions, quelles seraient vos suggestions donc, pour la COP21 qui pourraient aller dans ce sens? Merci. Alors la suggestion, elle est simple. Je suis tout à fait OK. C'est d'abord la pratique, le savoir-faire qui précède la technique. Sinon, la politique, elle peut pas agir. Hein. Donc les pionniers, les groupes, ça se diffuse. Ça prend 20 ans. Hein. Il faut accepter que ça prenne du temps. Et ensuite, la politique peut prendre ça au rebond. La politique agroécologique pour la France, c'est un véritable essai de rupture et de politique agricole nouvelle. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que les pionniers ont quand même incubé beaucoup de choses. Donc, en fait, on pourrait dire qu'en France, ça va avoir lieu. C'est-à-dire qu'actuellement, la politique est en train de se réorganiser pour le développement et la diffusion des innovations. Donc c'est réussi. Le travail chez les agriculteurs, il est très simple. En fait, systématiquement, quand vous travaillez avec eux, ils doivent gagner plus d'argent. Point. Et une fois que ça c'est compris et que c'est réussi, eh bien, il va adapter son système de culture et le faire convenablement. Et on a une chance inouïe. Le changement climatique, c'est un vrai driver, c'est un vrai sujet intéressant, même si les agriculteurs ne sont pas trop sensibles. Si, en perspective de changer le climat, vous leur dites, si vous stockez du carbone dans les sols, si vous utilisez le carbone végétal, si vous faites le recyclage du carbone de mieux en mieux et de plus en plus, vous pouvez faire des économies, produire plus et gagner plus d'argent, eh bien là, ils le font. Voyez ? Et donc, la seule chose que je fais actuellement avec eux, c'est ça, c'est construire des systèmes agroécologiques, hein, avec des arbres et pas d'arbres s'il ne faut pas, etc. Peu importe, hein, de façon à ce qu'ils gagnent de l'argent avec une végétalisation permanente des sols pour rentrer dans le type de résultat qu'on vous a un petit peu montré. Parce qu'en fait, ce que vous devez comprendre avec les arbres, parce que c'est visible, c'est que c'est la couverture des sols par le végétal qui va gagner la bataille climatique. D'accord ? La plante, c'est l'outil le moins cher et le plus rentable qui existe sur la Terre pour lutter contre le climat. Et ça, vous pouvez faire tous les projets du monde, vous pouvez déjà les abandonner, parce qu'en fait, vous, moi, tout le monde ici présent dans la salle, les êtres humains et tous les animaux qui vivent sur la Terre, ils dépendent d'une seule chose, c'est le carbone atmosphérique, et il n'y en a pas dans l'air. Écoutez bien, hein, 0,04% de carbone dans l'air, et je fais toute la vie sur Terre uniquement parce que je sais toujours tout recycler. Avec rien, je fais tout. Et je dois avoir peur de l'avenir avec ça? Mais non, les plantes, c'est le dispositif majeur qui sauvera la planète. Pas de plantes, la fin du monde. Avec des plantes, l'avenir meilleur. Merci. Et Olivier va rajouter un mot. Tout le développement des démarches participatives qui a maintenant 20-30 ans est également un enjeu fort avec l'idée de pouvoir associer les acteurs aux décisions. Donc et c'est quelque chose qui continue à se développer. Typiquement, l'agence de l'eau actuellement Rhône Méditerranée se pose la question de comment mieux faire de la participation pour la gestion de l'eau. Donc il y a encore des questions notamment de passage d'échelle. Comment ce qui se discute à un niveau est réellement pris en compte au niveau au-dessus, mais c'est également une voie sur laquelle il y a eu pas mal de progrès depuis 20 ans et qui est une voie d'avenir pour cette question de faire le lien entre politique et technique et pratique. Oui, Chris veut ajouter un mot. Malheureusement, nous n'avons plus le temps. Il y a
une catastrophe qui est en train de naître, surtout dans l'Afrique subsaharienne. C'est-à-dire qu'il y a une forte croissance démographique, il y a un doublement de la population dans certains pays. Par exemple, dans un pays comme l'Éthiopie, chaque année, il y a 2 millions de personnes, ou même plus, qui devront être nourries. Et les ressources naturelles sont assez limitées, donc il faut trouver des solutions. Mais dans la coopération, ce que nous avons souvent oublié, qu'il y avait eu des paysans qui avaient le dos contre le mur, qui ont déjà innové, et le grand défi est de trouver ces innovations qui ont déjà été développées par les paysans et de les mettre à échelle. Et bien sûr, ce n'est pas un processus automatique. On ne peut pas dire que quand quelque chose a marché dans une condition A, que ça va marcher dans une condition B. Mais nous devons trouver exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour enlever les contraintes à une mise à échelle. Et Craig, dans son introduction, il a dit qu'au niveau de VRI, nous pensons beaucoup à l'échange paysan-paysan. Et ce que nous avons fait, par exemple, au Burkina, au Mali et au Niger, de mettre des paysans dans un bus, des paysans qui n'avaient pas encore fait la pratique, pour les faire discuter avec leurs collègues qui avaient déjà réalisé des activités dans les mêmes conditions agroécologiques et socio-économiques. Et nous avons constaté que plus de 50% des hommes et des femmes qui ont participé dans ces visites d'études ont ensuite commencé à utiliser la même pratique sur leur champ. Et parfois, ils sont entrés dans une compétition. Nous avons vu ça chez vous. Ah, mais nous allons faire mieux que vous. Et donc, on peut aller beaucoup plus vite, mais il faut une politique de mise, une stratégie de mise à échelle et un fort investissement dans la communication, dans les différentes activités de communication. Voilà, merci beaucoup Chris, c'est très, très juste. Je crois qu'on est arrivé au terme de notre session. J'aimerais remercier l'ensemble des participants et des intervenants, et notamment Chris Reg et Craig Hansen. Merci beaucoup d'être venus jusqu'à nous. C'est extrêmement utile de vous avoir. Pour conclure, moi je dirais qu'on voit qu'il y a les problèmes montent, les solutions, il y en a, elles existent. C'est des groupes pionniers, c'est des agriculteurs, elles doivent être territoriales, évidemment, parce que chaque contexte est différent. Elle doit aller au-delà de l'agriculture, c'est comment on gère l'eau, les terres, le rapport entre la ville et la campagne. Et ce qui me paraît évident, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps, comme le disait Chris. C'est-à-dire on est au stade où, après 20 ans de pionniers qui ont réussi énormément de choses, il faut passer vraiment à des stratégies, à des politiques. Le temps est venu, et c'est extrêmement important qu'on puisse s'engager. Et il faut donner des messages, des visions. Et le 4 pour 1000, à mon avis, en est une. C'est vraiment aussi extrêmement important de faire comprendre. Parce que derrière, c'est bien ce changement dont on a parlé qu'il faut réussir. Et le 4 pour 1000 est le symbole. Moi-même, j'avais été ingénieur de terrain à La Réunion il y a 25 ans. On avait des gros problèmes d'érosion. Et on avait des groupes pionniers d'agriculteurs qui s'étaient engagés à passer à une agriculture durable, de conservation. On faisait des arbres fourragers, on faisait des retenues collinaires, on intensifiait intelligemment avec la pente. Et ce truc-là a réussi, on l'a accompagné politiquement. Et des groupes, une fois qu'il y a eu une réussite territoriale, des agriculteurs d'autres régions sont venus voir. Et aujourd'hui, on a une trentaine de groupes qui fonctionnent comme ça à La Réunion et qui fonctionnent bien en collectif et qui sont vraiment passés d'une agriculture qui était quand même peu durable. On pouvait perdre 20 cm de terre avec un cyclone. Perdait tout, y compris les engrais qu'on a mis cher. Et aujourd'hui, il y a une agriculture qui conserve l'eau et le sol, qui produit plus, qui valorise la photosynthèse et qui crée de la durabilité. Voilà, c'est vraiment ça le défi. Et je vous remercie infiniment tous de votre contribution à cette session. Et encore merci aussi au PFE d'avoir pris l'initiative. Bonne journée à tous.